Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. Dans le titre général de mon cours, Histoire romaine du désir et de justice, il y a un mot qui semble de trop. Plutôt qu'au désir, la justice est associée d'habitude à l'absence d'émotion. Le bandeau par lequel, depuis la fin du XVe siècle, on a voulu voiler ses yeux, est souvent compris comme le symbole de son imperturbabilité. Le bon juge doit renoncer à voir pour mieux voir. La mutilation de ses sens consacre la pureté de son jugement. Voici une de ces représentations. Il s'agit de la page de garde d'une œuvre du juriste médiéval Balde. La justice, ailée, sort des nuées. Elle est assise sur le trône, les yeux bandés, avec l'épée et la balance. Et derrière elle, des putti, deux, assis au coin supérieur de la corniche, tiennent des rubans qui se nouent derrière la nuque de la justice, voilée, bandée. Aujourd'hui, on voudrait parfois qu'elle soit moins aveugle, imperturbable. C'est également l'idée de la justice que s'étaient formées les anciennes, même s'ils ne se la représentaient pas les yeux bandés. Chrysippe, que nous avons évoqué lors de notre première séance, lui donnait les traits d'une vierge que l'innocence de l'âge garde un corps à l'abri des passions, du cœur et du corps. À l'air fier et redoutable, aussi éloigné de la bassesse que de l'orgueil, mais d'un sérieux digne qui suscite le respect. Et quand un moraliste comme Valère Maxime, au 1er siècle après Jésus-Christ, introduit dans son recueil d'anecdotes un chapitre de faits dits mémorables portant sur la justice, il nous présente celle-ci comme inaccessible à tout frémissement et à toute interférence. Il imagine abrité au fin fond d'un temple, c'est-à-dire qu'il pense à la justice comme à une statue enfermée dans la partie close d'un sanctuaire, la cella. Déjà, sa métamorphose en statue manifeste l'impassibilité qu'on lui attribue. Il est temps, dit Valère Maxime, d'entrer dans la demeure sacrée de la justice, où les actes inspirés par les sens de l'équité et par la probité trouvent toujours un accueil plein d'un respect scrupuleux et où la passion le cède à la retenue, la cupidité à la raison, où rien ne passe pour utile s'il peut être considéré comme trop peu conforme à l'honnêteté. Si la justice est constante et impassible, pourquoi alors faire entrer en scène dans mes cours le désir et insister sur les sentiments, comme nous le ferons aujourd'hui et comme nous l'avons déjà fait dans notre séance précédente, consacrée à l'affaire du jeune homme chassé 2 fois de sa famille pour un excès d'affection envers ses parents. Une première réponse, c'est qu'il faut distinguer le juge des parties. C'est le juge en tant que justice personnifiée auquel on requiert d'être imperturbable. Les parties, en revanche, sont presque par définition accablées par leur passion. Les noms mêmes, parties, en indiquent la partialité et l'expression agir en justice semble faire allusion à leur mouvement ou plutôt agitation interne qui les pousse à prendre l'initiative. Mais attacher les émotions aux parties seulement serait une réponse incomplète. En réalité, les juges aussi éprouvent des émotions. La rhétorique ancienne en était bien consciente et en profitait. Il ne suffit pas de parler à la raison du juge pour le convaincre, disaient les maîtres de rhétorique.
Il ne suffit pas de lui montrer les mots des normes, de lui parler le langage du droit. Il faut aussi le bousculer, movere, dit le latin, émouvoir, dirions-nous. Lisons ce qu'on en pense Tacite dans son traité sur les orateurs. De manière générale, dans les plaidoyers judiciaires, notre argument repose sur l'équité. Dans les discours délibératifs, sur l'utilité. Dans les éloges, sur l'honnêteté. Questions qui souvent même s'imbriquent l'une dans l'autre. Maintenant, il est impossible pour un orateur de les traiter avec plénitude, variété, élégance, sans connaître la nature humaine, la substance des vertus et la méchanceté des vices, afin de ne pas confondre avec ces actions indifférentes qui n'appartiennent ni à la vertu ni au vice. Un autre avantage qui découle de cette connaissance du cœur humain est que quand on sait ce qu'est la colère, on réussit mieux à exciter ou calmer la rage d'un juge et à engendrer sa pitié quand on sait ce qu'est la compassion et les émotions qui la suscitent. Si votre orateur s'est familiarisé avec ces branches par l'étude et la pratique, il saura combattre l'animosité, la cupidité, l'envie, l'humeur ou la crainte. Il tient même les rênes pour gouverner les esprits. Il saura les manier suivant les caractères de chacun. L'orateur qui connaît les émotions tient même les rênes pour gouverner les esprits, dit Tacite. C'est de l'âme des juges, de leurs émotions qu'il parle ici. Le discours de l'orateur, de l'avocat, s'adresse notamment aux juges. Ce sont eux qu'il faut émouvoir. Les Romains n'ont fait que suivre la leçon des Grecs sur ces points. Dans une cité parfaite, selon Aristote, on ne ferait appel qu'à la raison pour convaincre. Mais dans les constitutions imparfaites de ce monde, il faut aussi tenir compte de la psychologie. Aristote dit ainsi, la persuasion est produite par la disposition des auditeurs, quand le discours les amène à éprouver une passion. Car on ne rend pas les jugements de la même façon selon que l'on ressent peine ou plaisir, amitié ou haine. Platon, dans le Phèdre, a comparé l'orateur qui parle sans tenir compte de la nature de son auditoire à un mauvais jardinier qui sèmerait sans tenir compte du climat, de la saison, de la nature du sol, et qui s'étonnerait de ne rien récolter. Il est donc légitime d'évoquer les passions, le désir à propos de la justice, me semble-t-il. Mais pour aborder le sujet, il s'agit comme toujours de bien distinguer les plans et les facettes, de diviser avant d'analyser. À propos de passion, je ne peux pas cacher être passionné par la distinction, par l'analyse. Donc, il faut d'abord considérer que le cadre dans lequel raison et sentiment sont mobilisés de façon convergente est constitué par le discours qu'on tient devant les juges, pour nous en tenir à notre exemple, les plaidoyers d'un avocat au barreau. Dans ce cadre, deuxième précision, il faut distinguer le pur appel aux émotions qui trouve d'habitude sa place dans la partie finale d'un discours, ce qu'on appelle la péroraison, où, par exemple, l'avocat de l'accusé essaie de susciter de la compassion vers son client. Il faut donc distinguer ce type de pur appel aux émotions d'un appel que, par oxymore, je qualifierais de plus raisonné. C'est souvent la notion d'équité qui fédère ce dernier type d'argument visant à émouvoir, car l'équité fait appel aux valeurs, à une vision de l'homme en société.
Elle dépasse donc le stade d'une pure subjectivité pour toucher à des idées partagées. Le raisonnement fondé sur l'équité s'apparente en effet à ce genre d'anthropologie élémentaire qui prend en compte les caractères des personnes et leurs dispositions, l'éthos et les pathos. Par cette voie, il est plus simple d'entrer en résonance avec les cordes sensibles des auditeurs et en même temps de s'en tenir à des valeurs communes. C'est là donc un point crucial. Émouvoir les juges ne signifie pas seulement les gouverner par leur passion, c'est aussi leur montrer que le droit doit être en accord avec les sentiments du public. Empruntant le chemin des sentiments, c'est par le biais de l'équité que l'on revient donc vers le droit, vers le côté de la rationalité. De cette façon, on voit bien que raison et sentiment, droit et équité, forment les deux versants d'un raisonnement cohérent. Après avoir essayé, au moins, de replacer les passions dans les cadres du discours juridique, plongeons-nous dans un vrai théâtre des sentiments, et qui plus est, des sentiments romains. Il s'agit d'une déclamation attribuée à Quintilien. Peu de mots sur ce genre de texte que nous commençons à bien connaître. Il s'agit d'exercices scolaires, des discours conçus par un professeur de rhétorique pour qu'ils servent de modèle pour ses élèves, ou parfois élaborés par les élèves eux-mêmes comme préparation à l'éloquence du barreau ou au débat politique. Il s'agit d'une des petites déclamations de Quintilien, la déclamation 270, dont la composition date probablement de la première moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Son intitulé laisse entrevoir un drame complexe. Une des deux filles jumelles est violée. Comme toujours, le périmètre dans lequel l'exercice doit se tenir est fixé par une loi et un récit. Donc, commençons par la loi. Que celui qui est la cause d'un décès soit condamné à la peine capitale. En gros, cette norme correspond au droit romain, en gros, même si elle combine des éléments tirés de normes différentes. Une deuxième loi doit être sous-entendue, c'est-à-dire une fille qui a été violée peut choisir entre la mort de son violeur et son mariage avec lui. Même si elle n'est pas explicitée au début, la déclamation y fait plusieurs fois référence. D'ailleurs, c'est une norme qui est très souvent à la base des déclamations latines. Disons qu'elle appartient au droit de cette cité à moitié réelle et à moitié fantasmatique, où les déclamations sont situées. Une cité qui est Rome et qui ne l'est pas, c'est plutôt une Rome volontairement métamorphosée. Cette norme qui permet à la victime du viol de choisir entre la mort de son violeur, le mariage avec lui, ne correspond pas au droit romain, mais correspond quand même à la morale sexuelle romaine. Quoi qu'on puisse penser de cette morale sexuelle. En droit romain, le violeur sera poursuivi par la victime ou par sa famille selon la lex Iulia de adulteris, mais il est possible que la famille de sa femme violée préfère un mariage au procès, donc en gros, comme la loi de la déclamation le prévoit. Viennent ensuite les faits. Un jeune homme a violé une fille, l'une des deux jumelles. Elle s'est pendue. Le père a amené l'autre fille devant le magistrat et lui a demandé d'opter pour la mort du violeur. Le jeune homme pensait qu'elle était celle qu'il avait violée. Le magistrat a ordonné son exécution. Plus tard, ce qui s'était passé
a été découvert. Le père est accusé d'avoir été la cause du décès. Le fait que la fille violée était l'une des jumelles fait pressentir une intrigue complexe. Dans les déclamations, il est fréquent qu'un rapport arithmétique déclenche la controverse. Ici, c'est le facteur 2, le dédoublement de la victime et sa présence au-delà de la mort. Dans notre déclamation, le viol a eu pour conséquence que la fille violée s'est tuée à cause de la douleur et du tort subi. Le père veut se prévaloir de la loi qui donne à la victime du viol la faculté de choisir entre la mort de son violeur ou le mariage. Donc, en dépit du fait que sa fille est morte, il veut quand même également se prévaloir de cette option. Donc, je vous disais que ce n'est pas une norme romaine, mais qui correspond néanmoins aux idées courantes à Rome. Comment faire si la victime s'est tuée et ne peut donc pas se prononcer sur l'option qu'elle préfère? Donc, c'est là le problème qui est à la base de cette déclamation. Le violeur sera donc acquitté. La douleur brute, une émotion donc, pousse le père à un escamotage. Il présente sa fille jumelle au magistrat. Elle s'est fait passer pour sa sœur morte et choisit la mort du violeur, qui est effectivement exécuté. Ensuite, l'escamotage est découvert. Le père est accusé d'assassinat. Plus précisément, selon les mots de la loi, d'avoir été la cause de la mort du violeur. Donc, je souligne ces mots parce que le problème juridique tourne autour de cette expression. Ce sont les présupposés de la déclamation. Voyons-en les développements. Cette petite déclamation 270 de Quintilien se compose de deux types de matériaux. Il y a d'abord l'explication du maître, de l'enseignant de rhétorique qui explique le plan qu'il faut suivre, les arguments à aborder. Ensuite vient le texte proprement dit de la déclamation, donc la mise en œuvre du plan. Et comme nous le verrons, c'est le père même, l'accusé, qui parle. Donc la fiction est que le plaidoyer n'est pas tenu par un avocat, un orateur, mais par le père même, l'accusé, dans ce procès. Cela, bien entendu, souligne le côté émotionnel, parce qu'il est aussi la personne qui est la plus impliquée dans l'affaire. Nous ne pourrons ici qu'en effleurer les points les plus importants. Lisons d'abord les consignes du maître, le plan qu'il suggère à ses élèves de poursuivre. Ce qu'on appelle en latin le sermon, le discours, le commentaire. Ce vieil homme, dit le maître, trouvera aisément des arguments sur le plan de l'émotion et de l'équité. Mais à moins qu'il ne soit également défendu par des arguments juridiques, il court le risque que les juges le condamnent les larmes aux yeux. Nous devrons donc mener une lutte acharnée sur la question juridique. Donc ça, c'est le cœur des consignes, des instructions du maître à ses élèves. Je n'ai pas besoin de souligner l'importance substantielle de ce propos. Gardons à l'esprit que c'est la remarque d'un professeur de rhétorique du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est donc le regard d'un contemporain, un regard antérieur qui nous dévoile la relation entre la raison et les sentiments dans le système judiciaire romain à son époque. Ce maître dit que le cas du père est très solide sur le plan du sentiment, il parle d'affection, il veut dire que les juges comprendront et participeront à la douleur de ce père. Il ajoute que ceci constitue le versant
de l'équité. Donc, premier point, nous avons la confirmation de ce que je vous disais, les sentiments dans les discours judiciaires sont fédérés sous la notion d'équité. Mais le maître précise que s'appuyer sur l'équité seulement, faire résonner la corde sensible du sentiment, ne suffira pas à donner la victoire au père, il faudra aussi démontrer au juge que les droits jouent également en sa faveur. Donc il faut qu'il démontre que le droit aussi joue en sa faveur, pas seulement le côté de l'équité des émotions. L'orateur exprime cette idée par un propos que je trouve magnifique. Il y a des moments où les déclamations s'apparentent à la parole lumineuse de la poésie, à moins que le père ne soit également défendu par des arguments juridiques, il court le risque que les juges les condamnent les larmes aux yeux. Les condamnent les larmes aux yeux, c'est-à-dire en dépit de leurs convictions profondes, s'il estime que le droit le leur impose. C'est aussi une déclaration qui implique, il faut le reconnaître, la supériorité du droit par rapport à l'équité dans ce contexte. Ou pour mieux dire, elle implique l'exigence que le droit lui-même soit mis en consonance avec l'équité. Nous allons suivre ce fil que je commence à tisser avec ces propos. C'est là un élément très important du point de vue de la pratique judiciaire romaine, j'ose dire de la théorie de l'interprétation. La nécessité que le droit et l'équité convergent implique que le droit soit lu, soit interprété de façon à le mettre en harmonie avec l'équité. En d'autres termes, comme le droit fait toujours l'objet d'une interprétation, l'équité, en plus de représenter un ensemble de règles et de valeurs, constitue également une ligne directrice interprétative. En d'autres termes encore, l'équité constitue un outil d'adéquation et cette adéquation est accomplie par les interprètes, les juges en premier lieu ou les juristes. Voyons donc en quoi consiste la question de droit dans ce cas. C'est l'enseignant lui-même, le professeur de rhétorique, qui nous l'explique. Nous devons donc définir, il dit, ce qui est une cause de décès. Je vous l'ai déjà souligné, ce sont les mots de la loi qui règlent la déclamation. Car, dit encore le maître, l'entier procès et le nœud de la controverse se trouve en cela. Car si nous approuvons la définition de notre adversaire, que c'est lui qui a fourni une cause de mort à un autre, que c'est lui par le fait duquel quelqu'un est mort est une cause de décès, donc c'est la définition de l'adversaire, nous ne pourrons en aucune manière nous défendre, car il ne fera aucun doute que c'est l'action de notre homme, du père, qui a provoqué la mort de l'autre, du violeur. Il a amené sa fille devant le magistrat, il lui a dit de se prononcer pour la mort du violeur. La loi qui gouverne cette déclamation, vous pouvez la lire et vous vous en souvenez, dit que celui qui est la cause d'un décès soit condamné à la peine capitale. La controverse porte donc sur les mots mêmes de la loi, sur son interprétation. Il faut déterminer le contenu de l'expression « la cause d'un décès ». Cette controverse rentre donc dans les états des causes rationnelles, en particulier dans la définition qui porte sur la question « quel nom faut-il donner au fait qui a eu lieu ?» Dans ce type de controverse, celui qui gagnera est celui qui arrivera à faire accepter par les juges la définition qui est plus convenable à son client.
L'accusation met en avant une définition large dans laquelle l'acte concerné peut entrer. La défense, en revanche, avance une définition stricte qui place l'acte concerné en dehors de celle-ci, en dehors de la définition. C'est exactement de cela que nous parle le maître. Il dit que si l'on accepte la définition large proposée par l'accusation, que nous venons de lire, c'est-à-dire celui qui a fourni une cause de mort à une autre, celui par le fait duquel quelqu'un est mort est une cause de décès, la condamnation du père sera certaine, car il n'y a aucun doute que c'est son action qui a amené à la fin à la mort du violeur. L'orateur propose donc d'opposer à celle de l'accusation une définition plus stricte. Nous dirons donc qu'une cause de décès est ce qui amène la mort à un être humain sans aucune cause externe supplémentaire. Ce qui en soi amène la mort à un être humain. Ce qui en soi amène la mort d'un être humain. Ensuite, nous dirons que si la définition de l'autre partie était acceptée, même des actions parfaitement appropriées tomberaient souvent sous cette fausse accusation. Donc, cette dernière partie veut seulement rappeler le fait qu'il ne suffit pas seulement de proposer une définition alternative par rapport à celle de l'accusation, mais qu'il faut l'étayer, il faut donner des arguments pour la faire accepter, il faut faire accepter cette définition au juge. Et donc, il dit que si on accepte une définition trop large, beaucoup de personnes complètement non coupables tomberont dans cette définition trop large. Par exemple, le juge même qui condamne un coupable à mort pourrait rentrer dans cette définition large parce que lui, il a été avec le jugement, par le biais du jugement, il a été la cause de la mort de cette personne. Alors, cela dit, vous voyez très bien, j'en suis sûr, la différence entre les deux définitions. Dans celle de la défense que nous pouvons lire maintenant, seulement ce qui en soi, sans aucune cause externe supplémentaire, amène à la mort, est considéré être la cause de la mort. S'agit-il d'un débat purement scolaire ? Pas vraiment, si l'on songe au fait que les deux définitions correspondent en gros à celles qui, aujourd'hui encore, se partagent le champ en droit français. La définition proposée par l'accusation correspond en effet à la théorie de l'équivalence des conditions, selon laquelle tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus de manière équivalente comme les causes juridiques du dit dommage, sans qu'il y ait lieu de les distinguer ni de les hiérarchiser. Donc, la théorie de l'équivalence des causes. Toutes les causes qui ont joué un rôle sont considérées causes de mort, causes de l'événement. La définition proposée par la défense coïncide en revanche avec la théorie de la causalité adéquate, selon laquelle il s'agit pour les juges de sélectionner parmi la multitude des causes qui se présentent à lui celle qui a joué un rôle majeur dans la réalisation du préjudice. Aussi, seule la cause prépondérante doit être retenue comme fait générateur de responsabilité. Donc, on appelle cette théorie aussi celle de la cause prépondérante. Les deux théories sont effectivement employées toutes deux par la Cour de cassation. Alors, il faut souligner pas seulement cette consonance avec des idées modernes, mais aussi le fait que
aujourd'hui encore, il y a souvent des contextes dans l'administration de la justice, dans la pensée juridique, où deux critères, deux idées différentes coexistent. C'est effectivement la nature même de la pensée juridique qui est amenée à trancher des conflits où il y a toujours deux positions en opposition, et ces deux positions engendrent aussi des pensées en opposition, alternatives, symétriques, des pensées qui cherchent à qualifier le fait sous l'angle le plus favorable. Donc, c'est le fait que le conflit oppose deux positions qui amène la pensée juridique à développer souvent des théories en opposition. C'est un héritage, si vous voulez, vraiment structurel de la rhétorique de l'Antiquité. Donc, aujourd'hui aussi, la Cour de cassation emploie ces deux différentes théories, et bien entendu, si elle emploie la conception plus large de la causalité, celle de l'équivalence des conditions, elle arrivera souvent à déclarer la responsabilité de l'accusé. Lorsqu'en revanche, la Cour de cassation souhaitera écarter la responsabilité d'un agent, elle adoptera une conception plutôt restrictive de la causalité, ce qui la conduira à recourir à la théorie de la causalité adéquate. Bien entendu, ce n'est pas un choix arbitraire, c'est le choix de la théorie par rapport à l'ensemble, disons, de la situation juridique qui est prise en compte par la Cour de cassation. Mais cela n'empêche qu'il peuvent coexister deux théories différentes. Donc, revenons au passé, qui n'est pas évidemment sans avoir un lien avec nos idées contemporaines et surtout avec la structure même de la pensée juridique. Après les consignes du maître vient le véritable discours qui met en pratique le plan suggéré par l'enseignant, en leur revêtant des mots appropriés et des propos percutants. Comme je l'avais déjà évoqué, il faut toujours, en lisant avec moi les passages du texte de la déclamation des Quintiliens, il faut avoir à l'esprit que ce texte est écrit comme si l'accusé lui-même le prononçait. Le père qui avait suggéré à sa fille restante de se faire passer pour sa jumelle. Donc c'est le père qui parle. C'est le père qui parle dans le cadre d'un procès. Et c'est lui-même qui parle en son nom. Dans son discours, le père adopte justement une définition restrictive de la cause de mort. Nous avons bien compris pourquoi il fait cela, parce qu'il veut démontrer que ce qu'il a fait ne rentre pas dans la définition de la loi. Il se propose alors de vérifier si les faits rentrent sous cette définition stricte. Les faits eux-mêmes, dit le père, sur lesquels l'accusation est fondée, doivent être examinés. J'ai amené ma fille devant les magistrats. Qu'est-ce que cela a en soi? Donc, c'est une référence à la théorie de la causalité adéquate, c'est-à-dire une causalité qui donne, disons, force seulement aux causes prépondérantes. Donc, qu'est-ce que a cela en soi à voir avec la mort du violeur?
je lui ai dit, j'ai dit à ma fille, d'opter pour la mort. Ôter le fait qu'il était un violeur. Que la loi exige qu'un violeur soit tué ou qu'il épouse sa victime. Que la jeune fille a opté pour la mort. Si vous ôtez tout cela, ce que j'ai fait, en soi, ne pouvait pas faire mourir un être humain. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose d'inoffensif, si lui, le violeur, n'avait rien fait. Imaginez que les événements suivants se soient produits. J'ai amené ma fille au tribunal, je lui ai ordonné d'opter pour la mort. Imaginons, donc vous voyez, c'est une contrefactualité qu'il emploie. Imaginons que le supposé violeur ignore vraiment qui est la fille amenée devant le magistrat, parce qu'il n'a vraiment jamais vu une fille avec ce visage, même s'il s'agit de sa jumelle, il n'a jamais vu ni elle ni sa sœur. Donc, il ignore vraiment qui est la fille amenée devant le magistrat. S'il peut néanmoins dire « je n'ai rien fait de tel », ce que j'ai fait, c'est-à-dire ce que le père a fait d'amener sa fille au tribunal et de lui demander d'opter pour la mort, n'aura pas fait de mal. Alors, quelle a été la cause véritable de sa mort? Donc, si vous retirez toutes ces conditions, quelle a été la cause véritable de sa mort? Le fait qu'il a commis un viol et que la loi prévoit la mort. Le procédé est remarquable, même s'il nous paraît un peu alambiqué, c'est comme dans le paradoxe du sorite, c'est-à-dire le paradoxe qui conclut à l'impossibilité de défaire un tas, par exemple, de sable, en retirant un grain après l'autre, parce qu'on ne peut jamais dire quand un tas cesse de l'être. Le paradoxe du sorite met en jeu un raisonnement par récurrence tout en exploitant le flou sémantique qui entoure les mots du langage courant. Ici, dans la déclamation, nous voyons un procédé presque à rebours, par soustraction progressive, qui fait que chacune de ces parties, sauf la dernière, garde sa fonction dans l'ensemble. Voilà un raisonnement paradoxal, sophistiqué, oui, mais c'est exactement le procédé qu'aujourd'hui encore, les juges doivent suivre lorsqu'ils adoptent la théorie de la cause adéquate ou prépondérante, et la difficulté de s'arrêter dans cette remontée en arrière, comme dans le sorite, est aussi la critique la plus forte qu'on avance aujourd'hui contre cette théorie. En gros, pour le déclamateur, la cause prépondérante de la mort du violeur est l'effet qu'il a commis un viol et que la loi prévoit la mort pour le violeur. Sans cet événement et sans la loi, tout ce qui suit n'aurait pas pu avoir lieu. Avant de poursuivre, on peut voir une autre façon de réfléchir à la dualité. Donc nous avons ici un tableau de Giovanni Bellini. La figure est intégrée dans un système de lignes, horizontale et verticale. Elle est assise sur un banc qui a été recouvert d'un tapis. Derrière elle se trouve une surface vert foncé sur laquelle un miroir a été accroché. Sur la gauche, un aperçu d'un paysage vénitien comme l'était Giovanni Bellini, dont de la profondeur au tableau. Et en utilisant les mêmes couleurs dans le motif principal des paysages, Bellini relie les deux sphères, la sphère interne et externe. Dans sa main droite, la jeune femme tient un autre miroir et
À l'aide de ce dispositif de deux miroirs, Bellini permet à l'observateur de voir deux vues de la tête de la femme d'un seul point de vue, ce que seulement la poésie et peut-être la déclamation peut permettre. Et donc, revenons aux mots. Arrivé à ces points, le déclamateur insiste sur un deuxième point juridique. Il change maintenant de perspective, il sort de l'état des causes définitoires pour se placer dans l'état des causes qualitatif. Tout cela, j'aurais dû les dire, c'est le maître, c'est le père qui parle, tout cela, j'aurais dû les dire s'il n'avait pas, si le violeur n'avait pas été mis à mort à bon droit, iure, à bon droit, s'il n'avait péri que par erreur. Dans l'état actuel des choses, je suis sûr que moi et mes adversaires, dont les avocats, les accusateurs, moi et les accusateurs, nous sommes tout à fait d'accord sur un point, que nul ne peut être accusé de la mort d'un coupable s'il est, par exemple, un accusateur ou un témoin ou un juré ou un informateur. Et donc, vous voyez comme il s'adresse aux accusateurs, il les implique, parce qu'il leur dit, mais si vous arrivez à me faire condamner, vous pourriez, à votre tour, être accusé d'être la cause de la mort d'un homme. Donc, cette évocation de la figure de l'accusateur, témoin, du juré, veut rendre très concrète la ligne de raisonnement. Nul ne se considérera comme responsable de la mort d'un coupable, par exemple les témoins qui a déposé, sans mentir à charge, ou l'accusateur qui a pu faire condamner le prévenu. Donc, l'idée du déclamateur est de montrer que le rôle du père, de sa fille, peut être rapproché du rôle du témoin, du juge, de l'accusateur. Ils sont tous seulement des rois dans l'administration de la justice, auquel nulle responsabilité ne peut être adossée. Voyons donc, reprend le déclamateur, si le violeur a été mis à mort à bon droit. Donc la question est, est-ce qu'il a été mis à mort à bon droit? Et donc tous ceux qui étaient impliqués dans cette mort n'ont rien à répondre à ces propos. Et donc supposons qu'il est toujours vivant, que nous nous interrogeons toujours à son sujet. Faut-il mettre à mort le violeur? Il est prévu dans la loi qu'une femme violée opte pour la mort du violeur ou pour le mariage. À mon sens, le seul objet, c'est toujours le père qui parle, le seul objet de cette loi était qu'une décision concernant le violeur soit prise selon le souhait de la victime. Donc pour une fois, il semble que même la volonté de la victime, de la fille, soit prise en compte. Quoi qu'il en soit, dit le père, de nombreuses choses peuvent se produire pour empêcher la victime de choisir. Imaginons, toujours ce procédé de fiction, mais ce n'est pas une fiction purement narrative, c'est une fiction argumentative. Imaginons qu'une femme qui ne peut pas parler soit violée. Aura-t-il commis un délit impunément parce qu'il a fait à une personne infortunée? Non, je suppose que l'on devrait regarder le hochement de tête de la fille violée ou son expression ou tout autre signe de son esprit. Imaginons encore que la victime soit tombée malade et qu'elle ne peut pas être traduite devant le magistrat. La loi ne sera pas pleinement satisfaite parce que la fille n'a pas pu parler devant le magistrat. Elle ne peut même pas être présente devant eux. Mais elle devrait être vengée d'autant plus qu'il sera crédible que cette maladie même soit née de l'abus. Mais si, comme cela ressort de tout ce que je viens de dire,
il n'est pas absolument nécessaire qu'on obtienne un prononcement explicite de la part de la victime, car ce qui compte est seulement son souhait. Voyons maintenant si ma fille violée souhaite que son violeur meure. Le procédé du déclamateur, du père, dans ce passage, c'est un procédé par induction. Donc il présente certains cas qui sont tout à fait acceptables, même s'ils sont différents par rapport au cas qui est en cause. Donc il commence pour évoquer des cas qui sont tout à fait clairs, certains, pour convaincre le juge que même le cas dont il s'occupe rentre dans ce même type de raisonnement et disons, de traitement. Après avoir lu cette liste de cas semblables, je suis sûr que vous avez saisi la direction, vous avez ressenti la tension du discours monté, le raisonnement va vers son sommet, les déclamateurs nous montrent par ces exemples qu'il n'est pas strictement nécessaire que la fille violée parle devant les magistrats pour qu'elle fasse son choix. Si elle est muette, nous ne serions pas satisfaits si elle fait un simple signe de la tête ou du doigt pour montrer qu'elle veut que son violeur soit tué. Et si elle est malade à cause du viol et qu'elle ne peut pas se rendre dans le forum en public pour exprimer son choix, le fait même de sa maladie ne serait-il pas en soi le signe de sa volonté que le violeur soit puni? On comprend bien où le déclamateur veut en arriver avec cette échelle. Une échelle, pour ainsi dire, croissante des absences. Donc, il s'agit d'absences qui sont motivées par des causes de plus en plus graves. On commence par une fille qui ne peut pas parler, qui est malade, dont les conditions sont si graves qu'elle ne peut pas se rendre dans les forums, et on arrive justement au cas de la fille qui est morte. Donc vous voyez aussi cette trajectoire. Pensez-vous que cela a plus de poids, poursuit le père, qu'elle ait parlé devant un magistrat, que le fait qu'elle n'ait pas eu le courage de se présenter devant un magistrat, qu'elle ne pouvait pas montrer ses yeux aux passants ou à la lumière du jour, que la malheureuse fille a fini de sa vie de sa propre main. Donc personne ne va dire que le cas de la mort est moins grave des autres. Donnez-lui la force. Elle tuera avant de périr à cause de cet abus qu'elle a subi. Y a-t-il un doute, je vous le demande, sur ce que ma fille aurait fait si elle avait vécu? Il était donc juste que les violeurs périssent. En d'autres termes, le père, en demandant à l'autre fille jumelle de se faire passer pour sa sœur, ainsi déclarer qu'elle voulait la mort du violeur, n'a fait que manifester la volonté de la défunte. En somme, elle n'est pas plus coupable que ne le serait un simple intermédiaire, un messager. Le déclamateur a donc, à ses yeux, accompli la partie la plus difficile maintenant de son plaidoyer, celle qui portait sur les droits, la partie qui visait à démontrer que le père n'était pas responsable selon la volonté même de la loi. Je vous rappelle les deux arguments principaux que nous venons de retracer. D'abord, son cas ne rentre pas dans la définition d'être la cause de la mort d'autrui, et par ailleurs que le violeur a été puni à bon droit, donc il ne s'agit pas d'un assassinat. Bien maintenant, la partie consacrée à l'équité.
Vous vous en souvenez sans doute, au début, le maître avait dit que la position du père a été très solide sur les plans des sentiments, de l'équité, et que ce que les juges peuvent penser donc sur ce plan, mais que pour vraiment pouvoir s'acquitter de l'accusation, il devait d'abord la combattre sur les plans du droit. Sinon, les juges les condamneront les larmes aux yeux. C'est donc le moment des larmes, mais des larmes que j'appellerais des confirmations, même des soulagements. C'est les moments où la raison, déjà satisfaite par la première partie du discours, trouvera dans les émotions un renforcement vigoureux définitif. Raison et cœur à l'unisson. Qu'y a-t-il de plus puissant? Laissons-lui la parole. Je sais, messieurs les juges, que je me suis attardé pendant tout ce temps sur les droits et que je me suis éloigné de mes sentiments de père. Alors, je n'ai rien fait d'autre que ce qui était légal pour venger ma fille. Suis-je allé voir les magistrats et j'ai ordonné à la jeune fille de dire la chose la plus audacieuse parce qu'il n'y avait pas de danger pour moi et pour elle? Non. Je vais vous exposer tous mes sentiments. À ces moments-là, le droit n'était pas dans mes pensées. Je n'avais aucun souci pour la légalité, mais j'ai emprunté la voie la plus proche pour venger ma malheureuse fille, et je l'ai parcourue jusqu'au but. J'ai eu la chance que c'était aussi la voie légitime. Je me permets d'arrêter pour un instant ce flot d'angoisse, ici à son début, pour vous dire que chaque mot et chaque partie de cette péroraison a une fonction précise. Ce début, notamment, constitue un trait d'union avec toute la discussion précédente, celle qui portait sur les droits, sur l'interprétation de la loi. Pourquoi le déclamateur dit-il que lorsqu'il a dit à sa fille restante de se faire passer pour sa sœur qui avait été violée, il n'a pas fait un raisonnement juridique? Pourquoi dit-il ça? Pourquoi dit-il avoir par impulsion, et qu'il a seulement eu de la chance de constater après coup ce qu'il faisait, était aussi respectueux de la loi? C'est parce qu'il veut distinguer nettement les deux plans. Il ne veut pas répéter que le droit lui accordait de faire ce qu'il a fait. Il veut distinguer les deux plans de son discours. Il veut vraiment dire que ce sont les sentiments, les côtés humains qui appuient son comportement. Vous voyez donc comment ce flux de rage et d'angoisse est quand même rhétoriquement maîtrisé. Rhétoriquement maîtrisé. C'est de la lave qui coule entre les remparts de la technique oratoire. Allons, poursuit-il, c'est toujours le père accusé qui parle. Si je n'avais pas eu quelqu'un à traduire devant les magistrats, par la substitution de laquelle je pouvais me venger, je ne l'aurais pas fait en public, au forum, avec mes mains âgées. Fortune, tu feras ce qui arrive, mais tu ne peux pas me faire regretter ce que j'ai fait. J'ai perdu une fille, je sais que c'est le moindre de ma malheur. Certains soutiennent que de perdre son fils unique est le pire, et puisqu'ils ne peuvent espérer aucun réconfort de leur calamité, leur chagrin semble n'avoir aucun remède. Mais c'est pire, messieurs les juges, de perdre l'une de ses jumelles. Chaque jour, l'image de mon deuil vient devant moi. Plus la modestie et la bonté de ma fille me plaisent, plus puissamment les pensées me viennent. Et là, c'est ainsi qu'était celle que j'ai perdue. C'est une image puissante, émouvante au plus haut degré. C'est la façon de montrer que son chagrin va au-delà de la pire des douleurs, celle de la perte d'un enfant. Sa fille jumelle lui rappelle constamment le visage de celle qu'il a perdue. Celle qui pourrait être une consolation n'est qu'un couteau qui la transperce à chaque regard de la fille présente, qui lui rappelle l'absence. Même la fille, elle est une victime, parce qu'elle n'est que le témoin de cette absence. C'est un jeu tragique, mais typique des déclamations, que ces symétries, ces polarités, ces dualismes. Quelle émotion, quel ressort intérieur me secoue. Comme elle avait honte. Elle ne pouvait pas attendre sa vengeance. Mon esprit frissonne
de ce souvenir. Mes pensées reculent. Pauvre fille, comme elle a souffert. Il s'agit d'un passage rare dans la littérature latine, où le discours se tourne décidément sur l'intériorité, sur le soi représenté comme bousculé par un malheur effrayant. Mais à la fin du discours, quand les émotions sont à leur comble et semblent ingouvernables, ce sont les douleurs dont on dit qu'ils nous font perdre la raison. C'est encore un argument très logique qui est mis en avant. Certes, ce n'est pas l'amour qui a causé le viol, ni les projets d'un mariage, ni les désirs de se marier. L'homme qui ne reconnaissait pas celle qu'il avait violée n'y avait certes pas pensé. C'est un coup de maître, le déclamateur mélange sentiment et droit, car il veut rappeler au juge que quand la jumelle s'est présentée devant les magistrats pour réclamer la mort du violeur, prétendant d'être la fille violée, le violeur n'a pas remarqué que ce n'était pas celle qu'il avait violée. Donc, un signe de totale indifférence de sa part qui montre, c'est ça le raisonnement du père, qu'il n'était pas amoureux de la fille, qu'il n'a fait qu'abuser d'elle, qu'il ne songeait pas du tout à l'épouser. S'il a trouvé sa mort, c'est donc l'épilogue le plus juste, tout comme la fille méprisée l'aurait aussi souhaité. Sentiment, raison, droit, équité se rejoignent à nouveau à la fin du discours, indissociables comme des jumelles. Quelques remarques en conclusion à propos de la notion d'équité, telle qu'elle se présente à nous au fil de cet exercice scolaire de grande envergure et à teinte forte. D'abord, elle se présente sous la forme la plus simple et précise, celle de rapport-correspondance de principe de symétrie. À un certain point du discours, ce que nous n'avons pas commenté jusqu'ici, le déclamateur dit « Je ne m'appuie pas encore sur le fameux principe d'équité pour dire à quel point il est juste que celui qui a commis l'abus soit tué, puisque celle qui l'a subi a péri. » Du point de vue du style, c'est un cas typique de prétérition, la figure qui consiste à parler de quelque chose après avoir annoncé qu'on ne va pas en parler. Le déclamateur donc invoque ici l'équité pour dire qu'il est juste que celui qui a causé la mort de la fille, qui l'a poussé à se tuer à cause de l'abus, doive subir le même sort. C'est un principe de rétribution, mettre en balance le mal que quelqu'un a infligé avec le mal qu'il doit subir en retour. Equitas, c'est ici vraiment le critère de symétrie, d'équilibre. Ensuite, surtout dans la péroraison que nous venons de commenter, l'équité est les noms sous lesquels s'inscrivent les arguments visant à émouvoir, à faire résonner les corps sensibles des juges. La douleur du père, constamment renouvelée par le visage de la fille survivante, elle-même victime de cette tragédie car consciente d'être l'image d'une absente plus que les corps d'une vivante. Mais il ne s'agit pas seulement pour l'orateur de profiter des sentiments pour tenir les rênes de l'esprit des juges. Les émotions que l'orateur provoque sont enracinées dans des valeurs sociales, non seulement dans l'intériorité, l'amour paternel vers ses enfants, la pudeur violée, il s'agit de représentations sociales qu'il faut replacer dans l'Antiquité et qui sont en même temps des éléments que le droit incorpore. Par exemple, là où il prescrit, nous l'avons vu dans la séance précédente, qu'entre enfants et parents, il y a une obligation de se venir au secours, de donner les aliments. Et quant à la pudeur, les normes pénales veillent sur elle. Donc il s'agit, oui, de sentiments, mais on peut nommer ces sentiments une esquisse d'anthropologie sociale. Mais il y a une troisième dimension de l'équité avec laquelle je souhaite terminer mon cours. Parfois, le droit semble être en contradiction avec l'équité ainsi comprise. Dans ce cas, l'équité peut légitimer une interprétation moins stricte de la loi pour arriver à faire coïncider sens de la norme et valeurs humaines. Dans le cas de la déclamation que nous venons d'expliquer, c'est ce qu'a fait l'orateur. Il insiste sur le fait que la loi a été respectée, même si ce n'est pas la victime du viol qui a choisi, mais sa sœur. C'est le sens de la loi qui doit prévaloir sur le strict respect des mots. Donc, dans cette troisième acception, l'équité
est le cadre, l'ambiance dans laquelle une interprétation large du sens des mots devient préférable à une interprétation littérale. C'est une ambiance interprétative. Il s'agit d'un cadre dans lequel l'appel aux valeurs permet à l'interprète de chercher à donner aux mots de la loi un sens en accord avec ses valeurs. Donc, il s'agit presque d'un cercle, mais qui n'est pas un cercle vicieux. Pour en revenir au sentiment, le droit montre sa capacité d'absorber même les émotions, de les transformer en raison et par ces biais de se maintenir en accord avec la société. C'est donc d'un violent désir de justice que l'équité se met parfois au service. Je vous remercie pour votre attention. Je souhaite que vous puissiez écouter aussi les cours de la semaine prochaine.